Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors bon, je vous avais dit il y a quelque temps que la voie que j'allais suivre dans les audios à partir de 2023 étaient des audios qui n'allaient plus trop tenir en compte le politiquement correct, les non-dits, la peur des critiques, etc. Parce que bon, on n'en est plus là. Hein, le monde part à volo. Et il est grand temps d'avoir un discours sur tous les sujets qui nous occupent, qui soit le plus clair possible. Parce que sinon, ça vaut pas la peine, en fait. Si c'est pour faire du prêchi-prêcha, vu et réentendu, ça sert à rien, ça n'apporte pas de valeur ajoutée. Donc bien sûr, ce genre d'audio comme aujourd'hui déplaira à certaines personnes, en choquera d'autres. Ben, je leur propose tout simplement de faire stop ou de s'en détourner. Et puis voilà, ce n'est pas une obligation. Quand j'écoute un truc dans n'importe quel domaine, quand ça me lasse, quand ça ne m'apprend rien, ou quand ça me choque, ou quand ça me dérange, ben je coupe tout simplement. Je commence pas à écrire des commentaires incendiaires, etc. Ça sert à rien. Parce que peut-être ça sert à d'autres personnes, mais pas à vous, parce que tout le monde n'a pas le même âge, la même expérience, la même vie, etc. Et donc, votre cas n'est pas le cas d'autres personnes. Bon, ceci étant dit, j'ai vu sur Twitter que, bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de non-dits et de politiquement corrects sur le sujet de la sexualité. Alors, bon, on a un petit peu la réponse type... quand j'énumère les listes des choses, bon, je connais pas par cœur ce que j'ai écrit sur Twitter, mais j'ai écrit une liste des points qui sont importants pour qu'un couple dure à long terme. Et dans ces points, j'ai écrit plutôt des relations sexuelles les plus fréquentes possibles, de l'ordre, pour donner un chiffre, de 10 à 20 rapports par mois. Voilà. Ce qui veut dire une fois tous les 2-3 jours. Ok. Directement des commentaires, oui mais non, il n'y a pas que ça dans la vie, moi c'est beaucoup moins, ça se passe bien, enfin des choses comme ça. Bon, alors, je me suis dit, ce serait peut-être bien de faire un audio explicatif pour un peu expliquer pourquoi je parle de ça comme ça, ce n'est pas une phrase jetée en l'air au hasard, juste pour faire du sensationnel, ou ce qui n'est pas sensationnel d'ailleurs, mais enfin bon, voilà. Bon. La sexualité, qu'on soit musulman ou non musulman, est un point ultra essentiel dans un couple. Pas parce qu'on est des gros pervers, pas parce que ceci, pas parce que cela, parce que tout simplement, comme je le dis souvent, nous avons une nature intellectuelle, spirituelle, cérébrale, tout ce qui tourne autour, et une nature biologique. Et dans l'aspect biologique, la sexualité est un besoin fondamental. Pour plusieurs raisons. Bon, tout le monde connaît et ne discute pas le besoin que nous avons de dormir, d'aller faire nos besoins, sinon on a mal au ventre. Voilà, il faut, c'est une obligation, vous voyez, de manger, sinon on meurt de faim, de boire, etc., etc. Nous avons des besoins fondamentaux. Réfléchissez, il y a des listes de choses auxquelles on ne déroge pas. On ne peut pas rester sans dormir, même si on dit dormir c'est de la perte de temps, moi j'ai des choses à faire, le temps c'est de l'argent, oui d'accord, mais tu dois dormir. Si tu dors pas, tu développes des maladies psychiques, tu tombes évanoui, tu deviens fou, enfin bref, obligation de dormir. Et alors beaucoup de gens ne comprennent pas, malheureusement, que la sexualité fait partie de ces besoins obligatoires. Pourquoi ? Quand nous mangeons, nous tirons de ce que nous mangeons de l'énergie, des protéines, des acides aminés, des vitamines, etc., qui partent dans notre corps et qui remplissent des fonctions. Et une partie de ce qu'on mange, comme on le dit dans certains récits de savants, une partie de ce qu'on mange va à la production de ce qui est le plus
sacrée, finalement, qui est chez l'homme la production de spermatozoïdes, chez la femme la production d'ovaires qui, quand ils ne sont pas fécondés, sont évacués tous les mois durant la période des règles. Ok. Donc là, on peut pas dire pas vu, pas pris. Oui, tous les mois, une femme perd du sang pendant 6-7 jours. Pourquoi ? Parce qu'elle évacue les ovaires non fécondés. Voilà. Bon, vouloir ou pas, c'est comme ça ne sert à rien de discuter. Et donc, chez l'homme, il y a cette part de ce qu'il mange qui part à la production du sperme, des spermatozoïdes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je crois que les gens ne réalisent pas, parce que bon, ils sont habitués ou ils réfléchissent pas là-dessus, mais c'est un miracle totalement absolu, totalement fou, quand on y réfléchit bien, posément. Même si vous n'êtes pas musulman, je pense que vous pourrez quand même vous comprendre ça. C'est-à-dire que normalement notre corps évacue des déchets. C'est-à-dire quand on se mouche, on évacue du mucus, des poussières agglomérées sous forme de, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, mais enfin bref, les urines, donc avec toutes sortes de toxines, etc. Les excréments. Bon, donc en fait tout ce qu'on évacue, la transpiration, qui contient aussi des toxines. Donc tout ce qu'on évacue, normalement, ce sont des choses qu'on doit évacuer pour ne pas pour sortir le mauvais, c'est-à-dire les choses mauvaises de nous qui ne doivent pas rester. Et à contrario, en fait, le sperme, c'est tout l'inverse, en fait. Le sperme contient le meilleur de nous-mêmes, la quintessence de nous-mêmes, des milliards de spermatozoïdes dans quelques gouttes. Quand on analyse le sperme en laboratoire, c'est un liquide qui contient des choses extraordinaires. Du zinc, du fer, des vitamines, des trucs. C'est le meilleur de ce qu'il y a en nous est dans le sperme. Et le meilleur du meilleur, bah, c'est quand même un micro-organisme vivant, puisqu'un spermatozoïde, vu au microscope électronique, est en mouvement. C'est pas inerte. Donc c'est le prémisse absolu de la vie, mais qui va fructifier, grandir et se développer au contact d'un ovaire féminin. Bon. Ça, c'est pour l'aspect un peu technique. C'est pas très glamour, mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Alors, de nouveau, je vous renvoie souvent, parce que je pense que c'est vraiment un des plus grands savants de l'époque. Moi, quand je parle de savants, je parle de musulmans qui avaient une vision panoramique des choses. Pas une vision technique, même si la technicité est importante, hein, je ne critique pas du tout. Mais moi, quand j'entends par savant, c'est-à-dire quelqu'un qui a une vision interconnectée des choses. Et dans cet aspect des choses, Ibn Jawzi, de nouveau dans son livre les pensées précieuses, je pense, ça s'appelle comme ça. Parce qu'il y a plusieurs titres, mais enfin, je crois que c'est celui-là, le dernier, dans les dernières éditions, les pensées précieuses. Je vérifierai. Je mettrai ça en commentaire si vous voulez. Il parle très bien, en fait, des grands méfaits de la rétention de sperme. C'est-à-dire, selon lui, bon, moi c'est mon avis hein, d'ailleurs, le fait de retenir le sperme trop longtemps, ça cause toute une série de problèmes psychiques, de problèmes comportementaux, etc., etc. Alors, bon, ça c'est un peu la phrase réductrice. Maintenant, il faut un peu développer. On constate, on me dira on n'est pas des singes, bien sûr, mais nous avons une part d'animalité en nous, biologique, je me répète, vouloir ou pas. On constate chez les singes bonobos que dès qu'il y a une tension, dès qu'il y a un malentendu, dès qu'il y a des disputes, boum, ils se mettent à copuler. Et comme ça, des dizaines et des dizaines de fois par jour. Je crois que c'est les lions en période de chaleur, il y a ça aussi, enfin bon, bref. En fait, c'est pourquoi, fondamentalement, finalement, pourquoi j'ai dit que c'est important et pourquoi
Je dis que ça ne sert à rien de dire on n'est pas des pervers, etc. L'élimination du sperme et le plaisir sexuel, parce qu'il y a ça aussi, quand on fait des radios et des encéphalogrammes, etc., ça déclenche en nous toute une série de choses. Il y a une montée en flèche de la dopamine, il y a toute une série de phénomènes apaisants, une sorte d'antidépresseur naturel, si vous voulez. Et il a été prouvé aussi que quand la femme reçoit dans son utérus le sperme masculin, il y a une substance dans le sperme qui est une sorte d'antidépresseur pour la femme. Ce qui veut donc dire que quand on éjacule à l'extérieur ou quand on a des rapports avec un préservatif, etc., la femme, elle est privée en fait de l'antidépresseur. Parce qu'il n'y a pas de contact, fatalement, puisque, voilà, bon, ça paraît clair. Et donc si vous mettez tous ces paramètres ensemble, comme vous le savez, rien n'a été fait par hasard. Un homme n'est pas en capacité de produire du sperme tous les jours si c'est pas pour l'utiliser. Ça n'a pas de sens, vous voyez. C'est qu'à un moment donné, voilà. Après, évidemment, il y a une question aussi d'opportunité. Sinon, c'est la porte ouverte au viol, etc. C'est pas ça. L'être humain, se contrôle, se contient. Mais, comme je l'ai dit, parce que c'est des fables, hein, malheureusement, on ment beaucoup aux gens, c'est un grave problème. Comme je l'ai dit, biologiquement, nous autres, les hommes et les femmes, on a été préparés à commencer tout ce processus à l'âge de 12, 13, 14 ans. Et c'est la vie sociale des êtres humains, pour des conventions, pour des questions d'argent, pour des questions de toute une série de questions artificielles, en fait, qui sont liées à notre époque, qui a fait que les gens ne peuvent pas exprimer leur sexualité à cet âge-là. Sauf, évidemment, les gens qui, n'ont pas de barrière morale, eux, ils vont pas se gêner, D'où le sucre. Enfin, oui, je vais parler de ça après. Si j'en parle maintenant, je vais dériver, donc j'essaie de me structurer. Je vais essayer de pas oublier. Donc, oui. Donc, il faut admettre cette réalité. Et admettre que nos conventions sociales, nos conventions économiques font que les gens ne peuvent plus exprimer leur sexualité normalement. Et je suis convaincu à 110% que toute une série de dérives qu'on voit à notre époque, des gens qui font les singes sur TikTok, les machins, je vais en parler après, le succès retentissant du porno, etc., c'est évidemment directement lié à ça. Pourquoi ? Si un homme et une femme ont une sexualité épanouie depuis jeune, il n'y a aucune raison d'aller se précipiter dans du porno, etc. C'est un truc de frustré, le porno, en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'à force de dire pas bien, je peux pas, le mariage est compliqué, les sœurs sont exigeantes, etc., les gens, ils posent. Et puis, ils ont des besoins physiologiques, biologiques, qui les poussent inévitablement, même si on va vous dire non en commentaire, dans le porno. Surtout à notre époque, très facilement accessible, 2-3 clics, 2-3 mots-clés, les bonnes adresses, et c'est parti, quoi. C'est gratuit, ni vu ni connu, personne n'en sait rien, sauf votre fournisseur d'accès, ou les gens qui vous surveillent dans des trucs d'espions, je sais pas quoi. Et puis voilà. Et alors évidemment, contre-coup, pour ceux qui veulent jouer les saintes vierges et les vierges effarouchées, contre-coup, le porno déforme complètement la perception de la sexualité en faisant un acte mécanique, brutal, comment je vais dire, toujours plus dans la transgression. Ça commence par du sexe normal, en passant par du sexe à 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 200, 300 personnes dans ce qu'on appelle des gangbangs, et puis des trucs de scatophilie, de zoophilie, gérontophilie, c'est quand les gens sont fascinés par les personnes âgées, vieilles. Enfin bref, il y a 1001 catégories là-dedans, complètement fous en fait.
Mais complètement fou, pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné de la nature des choses. La nature des choses, c'est un homme, une femme, on couche régulièrement, et puis après, on n'y pense plus. Vous savez, pour les gens qui ont un peu vécu et qui n'ont pas peur d'en parler, style moi, quand vous avez une vie sexuelle normale, vous passez à autre chose, hein, parce que votre clapet psychique braqué sur la reproduction, le sexe, le plaisir, il est apaisé. Donc vous n'êtes pas là occupé. Vous comprenez pas en fait les gens qui sont là. Oh regarde le dernier clip de machin, elle fait la catin. Ouais bon, toi tu vois une sale fille sans principe et ça te fait ni chaud ni froid. Parce que t'es apaisé. C'est un peu comme la faim. Une fois que t'as beau avoir très faim, une fois que t'as mangé, je sais pas moi, 2 hamburgers, un steak, un machin, voilà. Après on peut te présenter le plus beau plat du monde, t'as plus faim quoi. Tu dis bah non désolé j'ai pas faim. Si tu manges, tu vomis. Ben, le sexe, c'est la même chose. C'est-à-dire, si tu as une sexualité normale, ben, tout cet aspect des choses-là, les prostituées, le porno, le machin, les femmes qui se dandinent à moitié nues dans les clips, ça te fait ni chaud ni froid. Ça fait des choses aux gens frustrés. Oui. Alors, on me dira, je connais les critiques, on me dira, oui, mais alors, si la sexualité est apaisée, pourquoi dans l'islam, il y a le voile, la mixité, machin, truc, bazar. Bon. Parce que dans la vie réelle, tout n'est pas lisse. Eh oui. Tout n'est pas lisse, vous le savez. On n'est pas tous mariés, on n'a pas tous une sexualité épanouissante, on n'a pas tous un mari ou une femme qui correspond à nos fantasmes ou je ne sais pas quoi. J'essaie de me mettre à la place de tout le monde. Et donc, certains d'entre nous, hommes ou femmes, ben on a des faiblesses, on a des frustrations, on a des manques, etc. Et c'est là où, pour pas tomber, inévitablement, poussé par notre nature biologique, pour pas tomber, ben oui, il faut baisser les yeux, oui, il faut cacher ses atours, oui, il faut pas sortir en rue parfumée, oui, il faut pas être surmaquillé, faire des regards langoureux à votre boucher quand il vous prépare votre kilo de kefta. Ah ben oui, oui. Parce que peut-être votre boucher, sa femme, elle est à l'hôpital, et ça fait 6 mois qu'il n'a pas de relation intime. Et quand il va vous voir arriver, Samaïkou, Marie, tes saucisses, elles sont fraîches, il va être émoustillé. Et qu'est-ce qu'il va faire excusez-moi, hein, quand il aura fini de vous servir, il va aller aux toilettes de la boucherie se soulager. Et ça commence comme ça. Donc, faut pas chercher à me mettre dans un corner, tu vois, dans un coin. Oui, mes trucs, oui, mais alors le voile. Non, parce que tout est simple et tout a une explication. Sauf pour les gens vicieux, hypocrites, pervers, langue de bois. Non. Nous sommes conçus biologiquement pour avoir des relations sexuelles fréquentes. Alors ça aussi, je voudrais rajouter, parce que j'en ai déjà parlé, je sais plus trop quand, il y a longtemps, mais j'en ai déjà parlé. Je me demande si c'est pas en 2016. Je ne sais plus quel audio, mais je me rappelle que j'en ai parlé. Il y a ce mythe aussi, il y a ce mythe, et c'est un mythe, hein, que les femmes sont pas très sexes, c'est les hommes qui ont tout le temps besoin, et c'est d'ailleurs pour ça que les hommes peuvent avoir 4 femmes, etc., etc. Ça, ce sont des fables, des grandes fables, qui cachent tout à fait autre chose. Alors, les femmes, je vais vous expliquer quelque chose. Les femmes, comment je vais dire, de par leurs origines ou leur conformité physique, je ne sais pas trop comment on dit ça, ne sont pas toutes égales face à cette situation. Bon, par exemple, vous avez tous déjà entendu parler qu'en Afrique noire, et parfois dans le sud du Maghreb, on y pratique l'excision. Bon, on ne va pas faire un débat sur l'excision, c'est pas le but de l'audio. L'excision, c'est quoi en fait? C'est l'ablation des lèvres, etc., etc., pour que la femme ressent moins de plaisir. Enfin bref, tout un débat trop long. Mais c'est pas ça dont je veux parler. Moi, c'est le fait que, en fait, c'est quoi? Je m'adresse surtout pour les plus jeunes, en fait.
Un sexe féminin, en fait, c'est quoi? C'est un sexe masculin atrophié. C'est-à-dire que le clitoris est un pénis atrophié, rentré, si vous voulez. Mais il est aussi sensible. Et donc, quand une femme, comme c'est le cas de beaucoup de femmes noires africaines, a un sexe avec beaucoup de, comment on appelle ça, protubérance, je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est-à-dire des lèvres très extérieures, un clitoris très développé, plus que peut-être des japonaises ou, je ne sais pas, des finlandaises ou que sais-je, eh bien, elle a beaucoup plus de besoins, parce qu'il y a beaucoup plus de frottements, il y a beaucoup plus de sensations, et c'est pour ça que, bon, pour ceux qui sont un peu curieux d'entendre un peu les discours entre les femmes africaines, elles sont très portées sur la sexualité, elles s'en cachent pas. C'est-à-dire si un homme est un mauvais coup, ben voilà, elle le trompe, elle se sépare de lui. Pour beaucoup de femmes africaines, il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire que c'est vital pour elles d'être très satisfaites sexuellement. Alors évidemment, de nouveau, tout le monde on n'est pas tous égaux dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens plus sensibles que d'autres, qui ont plus de besoins que d'autres. Mais c'est pas une question d'homme-femme, c'est une question d'individu. Il y a des femmes qui ont des très grands besoins. D'ailleurs, comme on est dans une société un peu quand même machiste, on va dire, enfin on en sort, mais une femme qui a des grands besoins, on dit c'est une nymphomane, c'est pour dire c'est une sale fille, c'est une salope, c'est bon. C'est pas ça, c'est qu'elle a peut-être une conformation physique, une spécificité physique qui fait qu'elle a des grands besoins. Voilà, c'est comme ça. Les hommes, même chose, t'as des hommes, c'est pas trop leur truc, et puis vraiment ils couchent avec leurs femmes que quand ils ont des désirs débordants, parce que ça fait trop longtemps qu'ils se contiennent, et le reste du temps ça les intéresse pas, etc. Et t'as d'autres gens, ils démarrent au quart de tour, une parole un peu charmante, un regard coquin, et boum, ils sont prêts physiquement, en d'autres termes, ils sont en érection. Bon, c'est comme ça, on n'est pas tous égaux. Mais on doit gérer une société. Donc on est obligé d'avoir des règles pour tout le monde. D'où, de nouveau, l'islam prévoit des solutions suivant votre cas. C'est-à-dire, si tu peux pas te marier, ben, on te demande de t'occuper, de jeûner, de baisser les yeux, bon, on peut rajouter plein de choses à ça. Faire du sport, lire, en gros, être occupé, et le jeûne fait partie voilà, c'est dans la sunna prophétique, c'est-à-dire le jeûne fait partie de quelque chose qui casse et qui coupe un petit peu au niveau des désirs sexuels. Et à l'autre bout de la chaîne, si tu es un homme qui a des moyens, qui est juste, qui sait être équitable, qui a des gros besoins, parce que t'as des gens, en fait, quand on parle de polygamie, ils ont 2, 3, 4 femmes, et puis, en fait, ils laissent des femmes frustrées. Parce qu'ils veulent juste des femmes pour dire je suis un vrai homme, mais ils sont pas capables de les satisfaire. Donc ça, c'est aussi une injustice. Donc l'histoire de la polygamie, qui est un peu le pendant extrême de l'autre côté de l'ascétisme du jeûne, des gens qui n'ont pas de sexualité, c'est pour des hommes avec des moyens, très, comment on appelle ça, je sais plus le mot, mais bon, très porté sur la sexualité, etc., etc. Parce qu'il faut assumer. Tu peux pas marier des gens pour dire, j'ai pas envie, mais je ce truc, ça m'intéresse pas. Laisse la femme tranquille, laisse-la se marier avec quelqu'un qui est dispo. Voilà, il faut être sérieux, quoi. Je veux dire, ça me rappelle un peu certaines histoires qu'on m'a déjà rapportées de Saoudiens qui ont 3-4 femmes parce que sinon ils passent pas pour de vrais rageuls. Et en fait, leur truc, c'est quoi? C'est les petits garçons. Ouais, bon, ben, bonjour l'injustice, quoi. C'est-à-dire, non seulement t'es un pédophile, mais en plus tu laisses des femmes frustrées. Enfin, bref. Donc, de nouveau, l'islam vient avec des solutions pour tout le monde. Hein. On dit les amoureux, mariez-les. Enfin, bref, chacun suivant son cas. Parce qu'il faudrait pas... je sais très bien qu'est-ce qu'on va me dire en commentaire. Oui, mais Harry, on n'est pas tous comme ça. Moi, en tout cas, si je couche une fois par mois, je me sens bien. Oui, mais ça, c'est toi. Ça, c'est toi. C'est pas la majorité des gens. Parce que si c'était le cas,
je vous invite à faire des recherches, hein, vous me croyez pas. Les trois quarts du trafic Internet, ça tourne autour du porno et tout ce qui va autour. Les accessoires sexuels, les machins, toutes les dérives, les photos, les trucs, les sites de rencontres, tout ce qui tourne autour du sexe, du charme, du truc, machin, c'est ce qui occupe la majorité de ce qui se passe sur Internet. Donc ça veut dire qu'il y a une énorme frustration dans notre société. Une énorme frustration. On me dira aussi, parce que je connais toutes les critiques, on me dira aussi, ouais mais attends, en Arabie ou dans ces pays-là, les hommes ils ont 2, 3, 4 femmes, et ça les empêche pas de voir du porno, ça les empêche pas parfois d'être bisexuels, pervers, etc. Oui, ben oui, parce que je répète, nous ne sommes pas tous égaux face à cette question. Tu as des gens, parce que aussi, quand on dit on a 2, 3, 4 femmes, tu peux avoir 2, 3, 4 femmes, c'est des femmes qui ne te correspondent pas, c'est des femmes qui ne savent pas y faire, c'est des femmes, je sais pas quoi. Bon, il faut voir, c'est au cas par cas. Ça veut pas dire, c'est pas parce que, je sais pas comment expliquer, moi. C'est comme si tu dis, ah, tel homme, il est très viril, il est beau, il plaît aux femmes, etc. Mais il divorce tout le temps, ses femmes lui sont infidèles, etc. Je sais pas, récemment, on avait vu là, enfin récemment, il y a quelque temps, on avait vu que Booba, qui est quand même un peu comme ça pour les femmes, l'image du ragel, bon, à tort, hein, mais enfin bon, bref, le type un peu musclé, un peu truc, casquette, bad boy, ben on a vu que sa bonne femme, elle courait dans les discothèques, elle le trompait, ils ont fini par divorcer. Donc, il faut comprendre qu'à un moment donné, t'as des gens qui ont l'air d'eux, mais qui ne le sont pas. C'est pas parce que t'as l'air d'être... Il y a ça chez les filles aussi. T'as des femmes, elles sont là, elles allument dans les discothèques, elles sont en petite tenue, elles jouent les petites catins, et une fois dans un lit et tout, elles sont mal à l'aise, elles ont des blocages, oui mais mon père m'a touché, machin, et elles savent plus rien faire. Et justement, elles se cachent derrière une apparence de petite allumeuse. Et à contrario, t'as des femmes très discrètes, très machin, très pudiques et tout, mais qui aiment ça. Et c'est très bien comme ça si elles sont avec leur mari dans le halal. Bon. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut pas trop écouter toujours les gens qui cherchent à dynamiter le discours avec des espèces de fausses excuses. Le fond du fond, c'est ce que j'ai raconté. Le fond du fond, c'est ce que j'ai raconté. Voilà, ça fait partie de l'hygiène du couple, d'avoir des relations sexuelles le plus souvent possible. Tout le monde sait, pour qui a des enfants, que c'est pas toujours facile. Mais il y a des périodes. Quand les enfants sont très petits, c'est vrai que l'homme, par exemple, doit un peu prendre sur lui. La femme, elle est fatiguée, elle allaite, etc. Bon, l'homme, il doit un peu faire du sport, jeûner, s'occuper, etc. Parce que c'est une période, effectivement, où une femme sera moins sexuellement disponible, pour des raisons techniques. Oui, je suis pas occupé à dire qu'il faut savoir tout faire, bon. Mais ça va passer. Après, l'enfant, il va à l'école maternelle, à 2 ans et demi, 3 ans. Toute la journée, il est pas là. Comme il va à l'école, le soir, il est fatigué, il dort tôt. Et on peut retrouver une vie sexuelle normale. Mais l'idée de dire, oui, le sexe, bon, c'est pas très important, faut pas que ça tourne autour de ça, etc. Si, c'est très important. Et ça doit tourner autour de ça. Surtout pour les musulmans. Surtout. Ah bon, on va me dire, ah, comment, Harry? Je comprends pas, qu'est-ce que tu dis là? Pourquoi je dis ça? Parce que nous, les musulmans, on est privés de beaucoup de choses que les mécréants ont. Qu'est-ce qu'ils font, les mécréants, pour décompresser? Ils boivent de l'alcool, ils prennent de la coke, ils voient du porno, ils voyagent, ils vont dans des clubs naturistes, ils se trompent, ils vont chez les prostituées, ils ont des maîtresses, etc., 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 des amants, enfin, ce que vous voulez. Nous, on est censé, je dis bien on est censé, être fidèles, pas boire de l'alcool, pas voir du porno, pas aller chez les prostituées, pas avoir des amants. Donc, ça veut dire que dans la relation avec notre mari et notre femme, on doit avoir une relation sexuelle très riche pour compenser. On n'a pas tous les dérives que les autres ils ont. Alhamdoulilah, tant mieux. Mais si tu te prives de tout ça, et en plus, tu te retrouves avec un mari ou une femme qui n'est pas porté sur la chose, oui, Berke, Sarchouma, ça suffit, t'as l'air d'une pute quand tu jouis, j'aime pas ça. Ah ouais, mais non, alors il faut arrêter. Hein. Tu vas pousser l'autre à la folie. Alors les gens, ils finissent par apostasier, ils enlèvent tout et tu les trouves dans les discothèques. Donc attention.
les hommes et les femmes musulmans, ils ont une grande responsabilité parce que leurs maris et leurs femmes, ils n'ont pas accès à toute une série de dérivatifs que les autres ont accès pour s'apaiser. Des petites bouteilles de vin, et le machin, et les antidépresseurs, et les pornos, etc. Nous, on ne fait pas tout ça. Donc, il faut s'apaiser dans le halal de tous les moyens possibles et fréquemment. Voilà pourquoi je dis ça. Alors, je veux bien qu'on me dise que j'ai pas raison, mais il faut me le démontrer. Moi, j'ai des arguments, j'ai des exemples. Je balance pas des trucs en l'air. Tout ceci n'est évidemment, bien entendu, pas du tout un discours de pervers ou d'appel à la débauche. C'est un discours qui appelle au bon sens, au pragmatisme et à voir la réalité en face. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui me suivent, parce qu'ils disent, bon, ici au moins, voilà, il n'y a pas beaucoup d'enjolivures. Je ne suis pas occupé à faire des formules tout le temps islamiques ou à argumenter avec des hadiths et des versets, c'est vrai. Mais j'essaye d'apporter mon côté sociologique, observateur, analytique, en tant que musulman, bien sûr, à apporter ma pierre à l'édifice pour compléter des choses qui sont de toute façon reprises dans l'islam. Tout ce que je raconte là, vous allez trouver des sources. Vous allez trouver des sources. Dans le Coran, dans la Sunna, dans des livres de savants, mais qui vont expliquer différemment. Moi, j'essaye d'être en phase dans mon époque, pour être compris et entendu, mais tout ceci, rassurez-vous, vous pouvez trouver des preuves, vous pouvez trouver des arguments qui vont dans ce sens-là. Et tous ceux, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont pas d'accord avec ce que je dis, parce que moi je me rappelle, je crois que c'était en 2011, j'avais été invité dans une mosquée à parler de ça. J'avais plus ou moins dit tout ce que j'ai dit ici, mais d'une façon moins complète, parce que j'étais plus jeune, donc plus ignorant, moins d'expérience, enfin bref. Mais les grandes lignes, en fait, elles étaient là. Et il y a eu un tollé, quoi. Faut plus inviter ce type, machin. Il a mis des idées bizarres dans la tête de mon mari. Depuis qu'il a parlé, ma femme est bizarre, parce qu'il y avait les femmes à l'étage qui entendaient, et les hommes en bas. C'était la mosquée Taouba de Scarbeck à Bruxelles. Si mes souvenirs sont bons, il y a 12 ans. Et c'était pas accepté, hein. C'était pas acceptable pour le musulman moyen. Parce que, voilà, le musulman moyen pense que le sexe est sale, que le sexe est juste pour faire des enfants, et que une femme qui jouit archouma, que le sperme c'est dégueulasse, et puis voilà quoi. Et puis tu t'étonnes en fait que communauté musulmane est remplie de frustrés, que les hommes parlent de polygamie du matin au soir alors qu'ils n'ont pas un rond, que les femmes disent que les hommes c'est des bras cassés, qu'elles jouissent une fois sur 5, oui, mais bon, voilà, parce qu'on est dans le déni, on balaye sous le tapis. Et ça, on peut pas avoir une communauté épanouie qui va de l'avant et qui est forte, avec des frustrations, des vices, des péchés. Vous savez, les péchés, ça laisse des traces, hein. Faut pas croire que c'est gratuit, que c'est pas grave, hein. Un frère qui n'arrive pas à se marier ou qui, je sais pas, ne se soigne pas parce qu'il a un problème physique ou sexuel ou je sais pas quoi, et qui passe son temps à se tripoter devant des films porno, et ça devient une espèce de drogue, il devient une espèce d'imbécile, parce que ça abrutit, ça rend bête, ça rend hypocrite, ça rend plein de choses, hein. C'est néfaste évidemment, c'est pas naturel. Vous pensez bien que Allah Azza wa Jal ne nous a pas créé avec un sexe pour qu'on visualise des gens accomplir l'acte sexuel sur un écran pour après nous tripoter avec notre main. C'est pas naturel, hein. Le sexe, il est fait pour rentrer dans un endroit chaud, humide, lubrifié, pour y déverser son sperme à l'intérieur. Pas pour recommencer à se tripoter sur une toilette et tirer la chasse, hein. C'est pas ça le but de la création d'Allah, hein. Ça c'est un dérivatif, comment on va dire, improductif. Voilà. Votre sperme, il est pas fait pour partir dans les égouts, hein. Je m'excuse, hein. C'est pas pour ça qu'on l'a créé, hein. Alors on me dira, oui, mais alors si on t'écoute, on a tous 40 gosses, c'est pas ça que je dis. Je dis, bon, parce que bon, tout n'est pas figé. Tu peux, je répète, si c'est pas le bon moment, parce que
Là, ta femme a des problèmes médicaux, la lettre, etc. Ben, tu peux faire le coït interrompu. Enfin, je sais pas, moi, moi, je parle des grandes lignes, je parle en temps normal. Je parle pas des exceptions. Voilà, bon. Parce qu'on me dira, ouais, mais alors quoi? Un couple de musulmans, si l'homme il est paralysé, alors il n'y a plus rien, c'est ça? C'est pas ça que je dis. Qu'Allah nous aide tous dans nos épreuves, hein, qui n'arrive pas à se marier, qui est malade, qui a une femme malade, je sais pas moi, qui est éjaculateur précoce, qui a des besoins incessants, je sais pas moi, qu'Allah nous aide tous, bien sûr, nous sommes faibles, nous avons des épreuves, mais je parle dans les grandes lignes. Après, chacun son cas. C'est comme dans tout le reste, hein. Chacun son cas. Je ne peux pas commencer à évoquer tous les cas. Je parle des choses, des situations normales. La majorité des gens, voilà. Et puis voilà, après, chacun rentre dans les détails. Moi, je ne suis pas non plus un sexologue ou un conseiller conjugal ou voilà, je suis un être humain comme vous, avec mes faiblesses, mes qualités, mes épreuves, et on essaye de surfer dans la vie pour limiter la casse et d'être le plus clean possible, quoi. C'est tout. C'est ça le but, hein. C'est pas de faire du sensationnel ou de vous choquer ou de vous inciter au mal ou je sais pas quoi. Voilà, voilà. Bon, j'ai certainement oublié plein de choses. Je voulais juste un petit peu préciser ma pensée, parce que bon, par écrit, ça prendrait trop de temps. Ça, la force de l'audio, c'est qu'on peut, comme ça, en une demi-heure, dire l'équivalent de 15 pages à lire. J'espère que ça peut aider, j'espère que ça sera pas mal compris. Mais je tenais à le faire parce que, malheureusement, à ma connaissance, j'entends pas beaucoup de musulmans raconter ce que je dis là. Et c'est bien dommage. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.